Monsieur Mansour, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. C'est Bon. samedi après-midi, donc on est tous à l'aise, Super, quoi. pas de problème. Un jour comme les autres. Voilà. Super. On va commencer directement avec les bonnes questions. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe. Vous êtes né à Gafsa, en Tunisie, au sud de la Tunisie en 1959. Est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance à Gafsa? Oui. Donc je suis de Gafsa, anciennement appelé au temps des Romains Capsa, qui veut dire le croisement des chemins. C'est-à-dire que l'agriculture, c'était le croisement de les caravanes d'agriculture, le caravane de commerce et tout ça. Je suis né donc le 1959, le 30 septembre. J'ai passé mes 6 ans de primaire et mes 7 ans de secondaire à Gafsa, dans ma ville natale. C'était le début de l'indépendance. Donc les choses étaient très calmes, donc tout doucement. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui est instituteur dans la même école là où j'ai passé avec ma petite sœur nos 6 ans de primaire. C'est bien passé, on a eu un beau programme parce que c'était les essais des programmes après l'indépendance au niveau de scolarité et tout ça. On a commencé la langue française à l'école primaire en 2e année primaire, donc on avait 2 heures d'arabe et 2 heures de français. J'ai réussi ma 6e primaire qui était un concours national au niveau de la Tunisie. On calquait un petit peu, entre guillemets, ce qui se passe en France. Et puis, j'ai fait donc mes 3 ans de secondaire. Et en 3e année, on nous fait remplir des documents. Qu'est-ce qu'on veut comme direction par après, soit lettres, soit maths sciences, maths techniques, etc. Par rapport à ce que vous faisiez, la direction à suivre. Oui, donc la direction jugera selon mes points. Et on m'a mis en sciences maths, donc j'ai fait 4e, 5e, 6e, 7e maths sciences. J'ai réussi mon baccalauréat avec une mention... Oui, vous avez obtenu votre bac en maths et en sciences. En sciences, physique, chimie, tout ça. Mais la vie elle-même, en tant qu'enfant, comment vous l'avez subie? C'est-à-dire que c'était une vie, comme je viens de le dire, calme. Donc, on avait... La majorité des gens étaient pauvres, donc mon père était agriculteur. Moi, je viens d'une famille qui est très moyenne. Je ne peux pas dire moyenne, mais très moyenne. Heureusement qu'il y avait le grand frère qui a commencé à travailler à l'âge de 18 ans comme instituteur, parce qu'il n'y avait pas de cadre. Et, instituteur de général? École primaire. Donc, instituteur, donc, il donnait cours à l'école primaire. L'instituteur donnait cours de calcul, cours de langue, de dictée, de rédaction, un peu de tout. Ouais. L'instituteur, il n'y avait pas de... En secondaire, on avait un prof de maths, un prof de français, un prof de physique, etc. Mais au primaire, c'est l'instituteur, c'est le maître, entre guillemets, qui donnait cours de tout. Donc, on a vécu une enfance moyennement très limitée. Bon, il y avait beaucoup de manques, que ce soit suite aux finances que mon père n'avait pas, mais aussi parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis, bon, le secondaire, donc c'était un peu mieux. La situation s'est un peu améliorée. Voilà. Mais quand vous avez obtenu votre bac, quelle était votre première pensée, votre première envie? Ma première envie était de faire la médecine. Comme tous les scientifiques du nord de l'Afrique, un médecin était pour nous dans les années 60 et début des années 70, c'était quelqu'un de grandiose, quelqu'un respecté par monsieur tout le monde. C'était l'homme de la famille. Et j'avais envie de faire la médecine. Je me suis inscrit et j'ai été accepté. Désolé, je passe... Il y avait une petite scène que j'ai eue en baccalauréat, vu que j'ai eu d'excellentes moyennes en maths et en physique, surtout en maths. C'était la première année que l'école de pilotage civil de la Tunisair ouvrait les portes à Tunis, parce qu'on envoyait les pilotes se former en France. Et j'ai été choisi parmi ceux-là, donc j'ai passé un concours écrit, oral, j'ai été accepté, mais malheureusement j'ai été calé parce que j'avais des lunettes. D'accord. Donc, alors je me suis inscrit pour aller en URSS.
Donc, En Russie? oui, c'était l'URSS, l'Union des républiques Ouais, soviétiques, ouais, à l'époque, on disait... socialistes soviétiques avant. Il y avait l'association d'amitié tuniso-russe. Et on m'a accepté eux, j'ai fait le visa, j'attendais qu'on m'appelle pour me donner le billet. J'allais à Kiev pour faire la médecine. Et malheureusement, je n'étais pas pistonné, on m'a enlevé, on a mis quelqu'un d'autre à ma place. Oui, mais à mon avis, ça n'a pas été un grand problème parce qu'à partir de 1980, vous avez décidé de vous expatrier à l'étranger. Oui. Là, vous m'avez dit qu'il y avait une petite histoire et que c'était un concours de circonstances. Ça, j'aimerais bien entendre. C'est-à-dire que quand je suis allé avec mon grand frère à cette association à la capitale, donc 350 km vers le nord, pour demander pourquoi et comment. Bon, la dame m'a dit, c'est comme ça, au revoir, au revoir. Et dans l'autocar, pour revenir à la ville, il y a un copain à moi, on a passé le baccalauréat ensemble. Il était son enseigné à l'ambassade de Belgique pour voir les études. Il m'a dit, viens avec moi, on va en Belgique. Et tout a été décidé dans l'autocar pour venir en Belgique. Franchement, je ne connaissais pas la Belgique. J'entends parler d'Anderlecht, mais pour moi, Anderlecht, c'était une équipe de foot, mais ça s'arrête là. Ouais. La Belgique, le sud de la Tunisie, on ne connaissait pas la Belgique. Et tout a été décidé. Et le lendemain, on a repris donc l'autocar vers la capitale et on a pris un billet de bateau jusqu'à Marseille, de Marseille en train, parce que mon frère terminait ses études, mon deuxième frère terminait ses études d'ingénieur de mine à Paris. Et on a été chez lui, puis on est venu à Bruxelles. Voilà. Et là, vous vous retrouvez en Belgique du jour au lendemain, Oui. par des circonstances très bizarres. Oui. Et là, Seul. en plus. Vous n'étiez pas encore ni marié, ni rien. Non, j'étais seul avec mon copain. Donc on était Point. à deux. L'aventure à deux. L'aventure à deux, et s'inscrire et tout ça. Et quand vous êtes arrivé en Belgique, comment ça s'est déroulé, votre arrivée, le fait de penser à faire des études supplémentaires? Comment ça s'est... On est arrivé par le train de Paris, je me rappelle de Paris à Bruxelles, un dimanche, il y avait le marché de midi, on s'est renseigné sur des auberges de jeunesse. On nous a montré une auberge qui se trouve derrière la bourse à ce moment-là. On a passé 3 jours là, le temps de s'inscrire. Et puis on a commencé, parce qu'on n'avait pas de bourse, donc on a commencé tous les deux à chercher un petit job. Par chance, je me suis inscrit donc à l'ULB en médecine, en première année. Vous vous êtes inscrit directement? Direct, le lundi, on s'est inscrit. Oui, donc, direct. Et on m'a montré les valves et j'ai vu une dame qui demandait faire du babysit pour 3 enfants. Du babysitting. Babysitting. Je l'ai appelée et elle m'a accepté. Donc, avant d'être massothérapeute, ostéopathe, ingénieur de ce que vous voulez, vous avez été nounou pendant 3 ans. 3 ans. Ici à Schaerbeek, 101 Rugalet. C'était une pharmacienne qui travaillait dans sa pharmacie et les 2 filles allaient à l'école, à la garderie, et puis elles revenaient. J'étais avec le petit, il avait 6 mois et je les ai quittés, il avait 3 ans et demi. Le contact continue encore. C'est des grands enfants. Le fils est parti avec moi en Tunisie une fois. Après les 3 ans, donc le contact. Oui, c'était une famille au nord, parce qu'ils m'ont aidé. Mon langage français n'était pas convenable, donc ils ont respecté mes traditions musulmanes, pas de viande, pas de ceci. Donc quand je faisais du babysit, c'était du poisson ou du fromage. Donc c'était... Ils m'ont aidé par les médicaments, par les médecins, par l'argent parfois, parce que pendant les gamins, je ne travaillais pas, mais... En tout cas, vous avez plus de chance que certains émigrés. Hein, oui, ça c'est on peut dire. Hein. Le hasard, parfois, fait bien les choses. Alors, une fois que vous vous êtes inscrit à l'ULB, là, c'était le combat. Oui. Alors là, j'aimerais bien savoir comment vous avez combattu, comment vous êtes arrivé à vous distinguer, parce que franchement, par rapport aux gens que je connais et à qui je parle de vous, ils ne disent que du bien. J'espère que ce qu'ils disent est vrai, parce que soi-même, on ne se sent pas si on est bien ou si on n'est pas bien. Mais c'était un combat, pas seulement au niveau des études, au niveau de la langue, parce qu'on vient d'un pays là où on a appris le français, mais on ne l'applique pas. Donc, il fallait se forcer à comprendre, se forcer
On n'était pas nombreux, les étrangers. Oui, il fallait un laps de temps de toute façon De s'acclimater. Et franchement, il n'y avait pas ce système de ségrégation. On était avec les profs, avec les assistants. Quand on ne comprenait pas quelque chose, on allait chez un assistant qui nous expliquait tout. C'était des moments, pour moi, des moments exceptionnels. Franchement, les débuts des années 80, c'était exceptionnel. Et puis, donc, j'ai continué un petit peu la médecine. Et puis, à un certain moment, c'est devenu un peu compliqué. Et je devais choisir soit... parce que les moyens financiers, il fallait travailler, il fallait payer ses études, il fallait étudier, et je n'arrivais plus à suivre. Alors, j'ai basculé vers la kiné, avec des matières comme... Mais la kiné en elle-même, médecine, etc., la kiné en elle-même, vous aviez déjà en vous cette idée ou pas du tout? Ou bien c'est un repêchage de... Non, c'est-à-dire qu'en discutant avec une assistante sociale, parce que quand on avait un souci, on pouvait aller au service social, et elle m'a dit, vous savez, vous pouvez basculer vers la kiné, vous avez des matières que vous avez réussi en médecine qu'on vous les enlève, et quand vous avez terminé, vous pouvez revenir en médecine, à ce moment-là, vous travaillez comme kiné, et vous refaites encore la médecine, et alors vous terminez vos années de médecine, et vous êtes tranquille. Chose que j'ai fait, et petit à petit, et puis alors on rentre dans le domaine des stages à l'hôpital et tout ça, et j'ai senti que c'est un métier que j'adore. Oui, d'ailleurs... C'est une médecine à part, c'est pas moi qui pose le diagnostic, c'est pas moi qui pose le traitement, mais c'était quelque chose qui m'a rapproché beaucoup plus de la médecine. Et des gens, par la Et des gens, parce que c'était... on voyait le patient régulièrement 3 à 4 fois par semaine à l'hôpital, parce qu'on ne faisait que des stages à l'hôpital, il n'y avait pas de stage chez les privés. Et il y avait un contact humain beaucoup plus, parce que le médecin voit le patient, il lui passe les médicaments kiné, puis il le revoit dans 3 mois, etc. Et c'était beaucoup plus social, et moi j'aime bien, je ne peux pas vivre sans... Mais je pense que du fait que la kiné, en tout cas pour moi, en tout cas personnellement, je trouve qu'en voyant... une personne 18 fois, il y a quand même un lien qui se crée, non? Un lien énorme. C'est surtout quand on fait des soins à domicile. Oui, là d'ailleurs, vous êtes installé en tant qu'indépendant en cabinet, mais vous faites des déplacements. Oui, mais dans ma vie privée, quand j'ai réussi la kiné, j'ai commencé à travailler à Edith Cavell directement, parce qu'il y avait un grand manque de... J'ai fait un stage, mon avant-dernier stage, c'était à Cavell, et on m'a dit, si vous réussissez, vous pouvez travailler aux soins intensifs comme kiné respiratoire chez nous. J'ai directement commencé, et comme on venait de le dire, le hasard fait beaucoup de bonnes choses. Un jour, en sortant de l'hôpital, je vois une de mes anciens profs qui est venue, à mon avis, rendre visite à quelqu'un. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je travaille ici. Il m'a dit, j'ai un chouette job pour toi, voilà, il y a un médecin qui cherche un kiné, téléphone-lui. Et... Bon, je téléphone à ce médecin, parce que j'étais indépendant à Cavell. Il me dit, venez me voir, c'était à la clinique Saint-Étienne. Je vais le voir, et il me fait un tour du service de radiologie. Il me montre le scanner, la radio, l'échographie, la scintigraphie, les urgences, la morgue et tout ça. Et puis, je lui dis, et la kiné? Il me dit, c'est au 0 la kiné. Et puis, je me suis dit, mais ce monsieur n'a rien compris, ou moi, je n'ai pas compris. Moi, je viens pour travailler comme kiné, mais il me montre la radio, la morgue, les urgences, la scintigraphie. À un certain moment, bon, j'ai dit, je laisse tomber. Quelques jours après, je revois la même prof, elle me dit, monsieur, t'attends. Je dis, madame de Houck, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, c'est pour la radio. Je dis, mais moi, je ne connais rien à la radio. Oh, on va te former, t'inquiète pas. Bon, je vais encore le voir. Elle m'a dit, vous serez salarié chez moi, etc. Et on vous donne autant, etc. Et ils m'ont envoyé sur leurs frais à Charleroi tous les mercredis de la journée et le samedi matin apprendre la radiologie. Pour la formation. Oui. Et finalement, j'ai arrêté à Cavell et je me suis lancé à la radiologie, tout en restant kiné après mon travail, comme indépendant. C'est une question de chance. C'est une question beaucoup plus de chance que... Oui. Si je n'ai pas vu cette dame, je n'aurais pas la chance d'être technologue en imagerie médicale et de connaître, parce que le seul service dans un hôpital, là où tous les médecins passent, tous, sans exception,
c'est la radiologie. Ils demandent des radios, des scanners à leurs patients qui sont hospitalisés, en gynécologie, en orthopédie, en n'importe. Ils viennent voir les résultats. Donc, ils savent que j'étais kiné. Et ont commencé à m'envoyer des patients à l'extérieur. Et c'est comme ça que... Et c'est ça qui, en général, détermine un petit peu le processus, le protocole, pour pouvoir suivre. C'est vraiment formidable. C'est une vie bien remplie, en tout cas. Maintenant, ma question suivante. En 2012, vous avez décidé de passer le concours pour devenir juge social. Suite à toute l'aventure que vous nous avez racontée. Attention. Là, tribunal de travail. Exactement. Je suis juge social au tribunal de travail, ça fait depuis 2012. Il faut dire la vérité, c'est mon épouse qui m'a poussé à le faire. Et j'ai passé, mais c'était via le syndicat d'abord, et puis j'ai passé le concours et j'ai réussi le concours. Et j'ai passé un deuxième concours avec la présidente du tribunal, un concours oral. C'est pas des examens, mais bon, pourquoi vous voulez être juge, quelle est votre idée? Oui, on essaie de déterminer un peu votre personnalité pour voir si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de dette vis-à-vis de l'État, vous n'avez pas été condamné, etc., etc. Et on m'a accepté. Et je devais être stagiaire pendant 6 mois. Je n'ai fait que 3 audiences ou 4 audiences comme stagiaire. Chance aussi. Le juge social qui était là est parti à Nivelles. Et on m'a demandé de le remplacer. Et je l'ai remplacé. Et depuis lors, normalement, un juge social au tribunal de travail, il fait toutes les chambres. Ça veut dire, il fait les problèmes de CPS, de chômage, de mutuelle, accident de travail. Mais moi, depuis que j'ai commencé, j'ai demandé gentiment à ne faire que les accidents de travail parce que ça m'intéresse en tant que kiné, des gens qui viennent chez moi, etc. Justement, il doit y avoir un lien entre c'est un lien énorme parce que c'est parfois des gens viennent chez moi, mon accident est refusé et pourquoi c'est refusé? Alors j'explique un petit peu ce qu'il faut faire et parfois ça réussit parce qu'il manque un document ou le médecin a mal rempli la déclaration d'accident, etc. Et je ne fais que les accidents de travail et je suis très heureux parce que c'est tout à fait autre chose que la médecine, autre chose que la radio, que la kiné, c'est tout à fait autre chose. On côtoie des juges, on côtoie des avocats. Et je peux dire que, parce que quand on voit de loin, le tribunal, on voit c'est des juges qui tapent avec un marteau. D'ailleurs, au tribunal de travail, on n'a pas de marteau. Donc, on voit, on a peur, mais c'est une famille extraordinaire. Les juges, c'est une famille extraordinaire. Surtout les juges au niveau du tribunal de travail, parce qu'ils côtoient... Justement, ma question suivante, quelles sont les qualités et quels sont les défauts? C'est-à-dire que premièrement, tous les juges du tribunal de travail étaient des avocats. C'est un concours pour devenir juge au niveau du tribunal de travail. C'est des juges qui tournent dans toutes les chambres. Ça veut dire qu'ils font des audiences de CPS, des audiences d'handicapés, des audiences de mutuelle, problème avec la mutuelle, problème avec etc., médiation. Donc, c'est des gens qui côtoient certaines classes sociales qui sont moyennes ou même plus basses. Ils ont un cœur en or. Franchement, je ne jette pas des fleurs ou des roses sur ces juges, mais j'ai côtoyé plusieurs juges. Je côtoie encore ces juges parce que je suis membre du groupement des juges. Lors des formations, on suit une formation tous les mois, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau du tribunal. Et on côtoie le président du tribunal, que ce soit néerlandophone ou francophone. Mais c'est des gens qui sont beaucoup plus humains qu'on le croit. Justement, ma question suivante, avec toutes ces responsabilités qu'ils ont, oui. Est-ce que dans leur vie, est-ce que ça leur procure un mal-être, un malaise? Parce que c'est quand même des responsabilités. C'est-à-dire que le jugement se fait à deux. Donc jamais seul, au fait. Non. Toujours le juge social plus le juge principal, le juge de carrière, le juge principal. C'est lui qui rédige le protocole, le résultat, mais ça se discute. Donc on voit toutes les audiences, puis on s'enferme dans une pièce à deux et on discute qu'est-ce qu'on donne, on n'accepte pas, etc. Mais tout est collégial. On ne peut pas signer un jugement là où le juge social n'est pas d'accord ou le juge de carrière n'est pas d'accord. On doit être d'accord. Quitte à dire, voilà, on va réfléchir chacun à part et on se téléphone ou des mails pour essayer d'approcher les avis. Mais généralement... On appelle les responsabilités partagées. Voilà. C'est pour pouvoir un petit peu atténuer la... Oui, ne pas léser
ni l'assurance, ni le travailleur. Et parfois, ça dure 3 mois pour qu'on trouve une solution au problème qui est une solution qui est valable pour monsieur tout le monde. Mais 3 mois, est-ce que c'est pas long pour ce genre de dossier? Enfin, C'est extrêmement rare. Depuis 2012, ça m'est arrivé une seule fois d'accord. où j'étais pas d'accord, mais il m'en manquait quelques informations que je les ai eues par après, par l'assurance, par le patient lui-même, mais une seule fois. Mais généralement, on ne quitte le tribunal que quand on est d'accord. On reste parfois jusqu'à 6h, 7h, 8h du soir, on traite tous les dossiers et on est d'accord. Et alors, à ce moment-là, on rédige, le juge me l'envoie, je vois que ça correspond à la délibée, hop, je l'envoie, on le signe et on le donne. Mais généralement, c'est 2 semaines, 3 semaines maximum. Sauf les choses urgentes, c'est le lendemain. C'est ce que je dis, c'est les grandes responsabilités. Et C'est une, oui. Oui. Parce que léser entre guillemets, un patient, un travailleur qui a eu un accident de travail, que l'assurance ne le paye pas, et qu'il est sur la mutuelle à 60% de son salaire, alors qu'il a des crédits, etc., ça doit aller vite, parce que si jamais il a le droit de récupérer à l'assurance, on doit aller vite pour qu'il récupère, parce que sinon... Respirer. Ah oui, sinon il y a des crédits, il y a des enfants, il y a plein de choses, et peut-être que même il ne travaille pas. En tout cas, je pense que par rapport à votre passé, etc., c'est vraiment une très très belle histoire. Maintenant, on pourra un petit peu, avant d'attaquer les 2-3 questions qui sont très importantes ici à Bruxelles, il y a une très belle histoire qui parle du bassin romain à Gafsa. Et celle-là, j'aimerais absolument l'entendre. Ah oui. En fait, on a deux piscines qu'on l'appelle piscine romaine. On a une petite et une grande piscine. C'est construit par les Romains. Et d'ailleurs, les murs, il y a des écritures en romain. Donc, et ils sont entretenus par l'État. On a une petite et une grande. Et entre les deux, il y a un pont que les Romains ont fait qui est toujours là. C'est des sources en fait d'eau chaude qui sortent, que ce soit la grande ou la petite. Et la petite se déverse dans la grande en passant sous le pont. La France a fait que l'eau de la grande a été bifurquée en 2 canalisations. Une à gauche et une à droite. Et elle a construit ce qu'on appelle le tarmil, ça veut dire l'eau thermale pour les hommes et pour les femmes. Et cette eau, c'est une eau qui continue, donc ce n'est pas une eau qui stagne. Ils ont fait un système extraordinaire parce que, je parle des hommes, c'est la même chose que les femmes. La canalisation d'eau passe au milieu et on a des petites bifurcations vers les pièces. Donc l'eau arrive, on se lave et l'eau sale sort de l'autre côté. Cette eau est récupérée, filtrée et ça a été pour les agriculteurs qui sont autour gratuitement. Ça, c'était que ce soit femme, que ce soit homme. Et l'agriculture était vraiment l'apogée de l'agriculture. Puis, dans les années... Est-ce que c'est la Tunisie qui a fait appel aux Français ou est-ce que c'est les Français qui ont eu l'idée de... Non, les Français l'ont fait au début du siècle, je crois 1920 ou 1930, donc c'était avant l'indépendance. Non, c'était comme ça. Avec des pierres, travaillées comme à l'ancienne, qui ressemble beaucoup plus aux parois de ces piscines romaines, donc c'était super bien fait. Et puis malheureusement, l'État tunisien, au temps de Ben Ali, ils ont décidé d'abîmer tout ça, d'enlever tout ça et de mettre un robinet pour que les agriculteurs doivent payer. Et c'est là que certains problèmes ont commencé. Ces bâtiments sont toujours là, mais il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, malheureusement. Et vous pensez qu'un jour, on pourra un petit rétablir? Ils ont commencé de nouveau, j'ai entendu parler qu'ils ont commencé de nouveau à réouvrir ça avec le nouveau président. En fait, il y a une discussion. Ça se discute au niveau de la municipalité, parce que c'est quelque chose quand même qui est historique. Il faut dire que la ville de Gafsa, une petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle la ville maudite. Parce que le premier soulèvement, la première, entre guillemets, guerre civile, c'était à Gafsa, 62. Et une deuxième, 69. Et une troisième, 74. Et une quatrième, 1980. Tout ça, c'est du soulèvement du peuple tunisien contre Bourguiba, le premier président. Et c'était toujours les débuts à Gafsa. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville maudite. Et un bête exemple, on a les 15 galeries de phosphate qui sont autour de Gafsa. Donc Gafsa, c'est
C'est le phosphate, c'est les palmiers, c'est les dattiers, donc les dattes et le phosphate. Le phosphate, c'est 45% du budget national brut du pays. du pays. Malgré ça, Bourguiba a fait que l'administration doit se trouver à Tunis, à la capitale, 350 km. Oui, ce que j'avais entendu, l'administration se trouve à Tunis alors que... Oui. Alors qu'un travailleur qui a besoin juste d'un papier, il doit aller jusqu'à la capitale. 300 km rien que pour aller chercher. Aller-retour. Donc, Aller-retour. 700 km aller-retour. Et puis Ben Ali a vu que ça n'allait pas. Bon, en 1983, ils ont construit donc, le siège de la société à Gafsa. Sinon, c'était tout le temps là. Donc c'était la ville maudite. Quatre soulèvements, mais des soulèvements, surtout en 1980, des soulèvements extraordinaires. Pourquoi pas? Bon, maintenant, est-ce que vous êtes belge? Je suis belge. Depuis quelle année? Je suis belge depuis, c'est aussi une anecdote, depuis 1993, février 1993. D'accord, alors on va tourner les questions tout à fait autrement. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un nouveau gouvernement. Ça a mis du temps pour y arriver. Mais personnellement, à notre âge, et personnellement, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement actuel? C'est un gouvernement malheureusement de droite. C'est un gouvernement, malheureusement pour la Belgique, parce que c'est un beau petit pays. Les Belges sont connus pour leur travail. D'ailleurs, entre guillemets, c'est eux qui ont construit en 1992 un pont de 27 km aérien fermé pour transporter le phosphate de la mine vers le filtrage du phosphate aérien. 27 km, c'est des Belges. Et malheureusement, ce gouvernement, on va vers le mur. On a côtoyé d'autres gouvernements beaucoup plus agressifs, mais ils n'étaient pas avec cette agressivité maintenant. Et il y a des lois qui, malheureusement, qui sont occupées à se préparer en douceur. Et le jour qu'ils vont sortir, et croyez-moi, ils vont le faire passer soit en juin, soit en juillet, pour qu'il n'y ait pas d'avocat pour défendre ces gens. Le tribunal est fermé, les instances sont fermées. Et puis au mois de septembre, on va se retrouver comme ils ont fait pendant la Covid. On fait passer des petites lois. Les gens s'occupent de la Covid, de la misère, de la maladie, des morts. Et quand on s'est réveillé, on a trouvé qu'il y a plein de lois qui sont là, signées, prêtes, exécutées. Mais justement, il y a un petit point avec lequel je voudrais discuter avec vous, c'est que le fait, quand on parle du CPS, quand on parle du chômage, tout ce qui a été acquis pendant des années, etc., on est en train de le détruire. Pourquoi et sur quelle base? Ce n'est pas seulement, il ne faut pas voir seulement le finance, ce n'est pas seulement le CPS, le chômage, la mutuelle, les acquis sociaux, qu'il y a des Belges qui se sont emprisonnés, qui se sont fusillés, qui se sont exilés pour arriver à ce qu'on a maintenant. Parce que c'était pas facile. Un combat, c'était pas facile de l'avoir dans les années 1800, au début de 1900, etc. Je donne un bête exemple. Avoir le dimanche jour congé. Maintenant, on essaye petit à petit à faire travailler les gens le dimanche, on vous paye un peu plus, etc. De point de vue famille, c'est le seul jour où madame et monsieur, avec les enfants, sont présents tous les deux. Maintenant, on fait travailler les gens le dimanche. Il y a des gens qui acceptent parce qu'ils ont besoin d'argent, etc. La vie évolue, on me dit, mais moi, ça ne doit pas évoluer comme ça. Madame travaille le dimanche, monsieur est à la maison, ou l'inverse. Quand est-ce qu'ils vont se voir? La semaine, on revient à travailler. Quand est-ce qu'ils vont se voir? Donc, socialement, c'est très compliqué. Le droit de grève. Avant, quand on faisait une manifestation, il y avait un tracé, là on passait par le boulevard Aspac, les gens nous voient, les administrations. Maintenant, c'est niette. On ne peut plus passer par là. On passe par derrière Saint-Jean, donc il n'y a personne ne nous voit. On a de telle heure à telle heure. Arrivé à la gare de midi, à midi et demi, tout le monde s'en va. Donc ce droit de grève, petit à petit, on va essayer de le gratter, voire même de l'enlever. On arrive au CPS, on arrive à... C'est des choses nobles que les Belges ont fait. Ont acquis pour essayer d'un petit peu aider la basse société, je m'excuse du terme, la basse société, pour un petit peu se retrouver parmi les autres. On est occupé à le gratter.
récupérer le gratter, voire même, peut-être même les enlever. Mais il y a quand même par rapport à tous les gens, Coles, etc., ce qu'on a eu, les premiers ministres, etc., il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, nous, les mortels. Les gens qui sont à la tête aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pensent? Ils pensent améliorer ou détruire? Je crois que ils n'ont pas ni l'idée de détruire, ni l'idée d'améliorer. Ils ont une idée en tête. Je veux arriver à ce que cet électeur vote pour moi. Cet électeur va à droite, je vais à droite. Je m'en fous. Il va à gauche, je vais à gauche. Il veut mettre les étrangers dehors, il faut les mettre dehors. Et quand on lui demande pourquoi, le peuple a demandé. Ceux qui votent ont demandé. Donc, à mon avis, leur programme n'est pas basé sur des choses, on veut évoluer cette société ou la faire marcher arrière, non. Les besoins et la réalité des Les choses. besoins de tout de suite. Les besoins de tout de suite, c'est quoi? C'est ce que ceux qui ont voté pour moi le font. Qu'ils soient des extrémistes, qu'ils ne soient pas des extrémistes, qu'ils soient de droite, de gauche, de centre-droite, on s'en fout. On s'en fout. Et c'est ça qui ne va pas. Parce qu'on n'a pas un programme de bien suivi, Bien défini, où on tombe, on monte, on tombe, on part, et puis on arrive à ce que... Non. En tout cas, tout ce qu'on entend dans les programmes maintenant, c'est détruire, c'est Oui. enlever, c'est Et gratter chasser, pour montrer que chaque ministre, voilà, Monsieur le Premier ministre, moi, je vous ai gratté quelque chose et je vous ai ramené 2 millions d'euros. Vous voyez, on a enlevé ça, on a diminué ça, on a interdit ça. Donc voilà, vous voyez, voilà, c'est ça. Or, c'est pas comme ça que ça... Alors, pour dire que le gouvernement, pour l'instant, est à côté de la plaque, et ça, c'est moi qui le dis, je viens d'entendre que les futures personnes qui vont venir demander l'asile, Oui. ils vont créer une loi d'isolation de 7 jours sans frontières. Donc là, je veux entendre votre... Ça veut dire que celui qui est enfermé pendant 7 jours, entre guillemets, légalement, il n'est pas sur le territoire européen. Pourquoi? Parce que s'il est considéré comme sur le territoire européen, il peut téléphoner à un avocat. Il peut demander un avocat, il peut demander une aide juridique. Vu qu'il n'est pas considéré comme sur le sol européen, il ne peut rien faire. Pendant ces 7 jours, c'est moi qui le dis, on va essayer de le dissuader de n'importe quelle façon. D'une manière ou d'une autre. Pour partir. Bon. Et pendant ces 7 jours, il n'a pas d'aide, il n'a pas de téléphone, son téléphone est confisqué, tout est confisqué. C'est comme s'il n'existe pas pendant 7 jours. Isolé. Isolé, et on ne sait même pas où. Ce n'est pas ici à Bruxelles ou à Scarbeck, on ne sait pas où, on ne sait pas. Chacun va diriger vers un centre qui est secret, comme ça on ne peut pas faire de manifestation devant ces centres, etc. Et c'est inhumain. C'est de l'abus. Inhumain. Et alors, forcément, puisqu'il n'est pas sur le sol de l'Europe, on ne peut pas faire intervenir la loi, les droits de l'homme, les droits européens, les droits de ceci, les droits de cela. Il n'existe pas ce monsieur ou cette dame. Donc, et puis, vient par après ce qu'on appelle le chemin d'intégration. Je viens d'entendre mercredi soir une histoire folle. Un Afghan qui a eu l'accord de l'asile veut faire venir sa femme. La ministre a demandé pour que cette dame à Kaboul passe un examen de néerlandais. Ouais. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire néerlandais. Elle doit faire son début de chemin d'intégration à Kaboul. Alors que... Alors l'État, à ce moment-là, il doit envoyer tous des professeurs et tout à Kaboul pour faire le néerlandais. Ça veut dire que ça prouve que, malheureusement, au niveau ministériel, on ne pense pas plus loin que son nez. Donc, on ne voit pas qu'est-ce que ça veut dire. En fait, ils essaient de mettre des obstacles. Oui. C'est ça. Mais essaient de... mettons des obstacles qui sont juridiquement corrects. Oui, mais là, il n'y a aucune correction. Non. Aller à Kaboul pour apprendre le néerlandais, désolé, mais... C'est ne pas accepter son mari dès le début, au revoir, c'est fini. Alors qu'il y a un droit fondamental, c'est que regroupement familial, il y a des lois au fait. Oui. Mais ces lois vont changer pour le regroupement familial, croyez-moi, ça va changer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est en train de nous détruire ou en train de... Moi, je veux bien, il faut rester quand même correct, humain et surtout, entre guillemets,
puisque je suis juge, donc j'aime les lois et j'aime les appliquer correctement. On fait une filtration légale, correcte, pour accepter les gens. Et puis, une fois qu'elle est acceptée, la loi européenne doit s'appliquer. Le problème est réglé. Ou, dès le début, monsieur a fait la prison dans son pays parce qu'il a tué quelqu'un, etc. On le refuse. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas amener des gens d'à gauche à droite qui sont des criminels ou qui sont de je ne sais pas quel type de société, les mettre à la société belge. Je suis tout à fait d'accord. Filtrons dès le début. Mais à partir du moment où cette personne est correctement, son dossier est correct, qui fait les choses légalement. Légalement, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas vivre. Je vais même dire autre chose, et ça c'est véridique. Il y a une étude de la Banque nationale belge qui a eu un résultat, entre guillemets, plus ou moins correct, grâce à ces gens qui sont sans papier, qui sont encore délaissés par la société, que les finances de l'État belge grimpent. Pourquoi ? Parce que ces gens, quand on les fait travailler, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'assurance. Donc ils travaillent pour 2,50 francs. Donc ils font évoluer le commerce, n'importe quoi, le bâtiment, n'importe quoi, pour le minimum de prix. Et ça, c'est la Banque nationale belge qui a... Et c'est eux qui le disent, ça c'est clair et net. Hein. Et c'est sur Internet, donc on peut aller le voir sur Internet. C'est quand même, c'est aberrant, hein. On ne sait pas où on va aller. De toute façon, M. Mansour, aujourd'hui, on vous a accueilli. Toute l'équipe a décidé que vous deveniez le parrain du divan des confessions. Là, c'était vraiment charmant, on a appris quand même pas mal de choses. La dernière question, si je vous donne une baguette magique, oui. Que pourriez-vous changer ici, en Belgique, et principalement à Bruxelles? Je voudrais, et ça c'est un souhait personnel, je voudrais que ces politiciens qui tiennent le pouvoir, que ce soit communal, que ce soit régional ou n'importe quoi, qu'on diminue un petit peu le nombre de ministres, qu'on diminue un peu, parce que grâce à ça on gagne. Mais c'est surtout travailler d'une façon humaine et en parallèle avec la loi belge. Parce qu'avec la loi belge, on peut sortir du miel quand on l'applique correctement. Mais malheureusement, on essaie de l'appliquer à gauche, à droite et comme on veut, et on change comme on veut. Et allez, donne un bête exemple, pendant la Covid, qui a travaillé? C'est nous, enfin pas moi y compris, tous ceux qui travaillaient dans les hôpitaux. Tout ce qui était nécessaire. Nécessaire, médecins, kinés, infirmiers, transport. Je vous assure qu'en partant à 7h du matin, je commençais à 7h à Delta, l'hôpital Delta, je ne savais pas si je devais revenir à la maison ou pas. Parce qu'il n'y avait que la maladie Covid. L'inconnu. Oui. On avait, je crois que c'est 60 personnes, on a agrandi les soins intensifs, on faisait des radios parfois 4 fois par jour à des gens qui sont atteints de Covid agressifs. On était camouflés, tout le bazar. Bon, agressif, mortel. On nous applaudissait de ça. Le ministre Van den Broek a promis, surtout aux infirmières, parce que les infirmières recevaient plus de dégâts que nous. Parce que moi, je fais la radio, je m'en vais. Mais elle doit changer les tubes, elle doit injecter, changer, tourner le patient, parce qu'on devait le tourner chaque 2 heures, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre. Parfois, on a des gens obèses, etc. On va l'augmenter le salaire, on va donner ceci, on va donner ceci. Covid terminé. Van den Broek a dit, moi je ne fais plus rien. C'est là comment je vais dire que Dalida, elle a créé la célèbre chanson « Parole, 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 parole ». En tout cas, voilà. Avant de terminer, moi j'ai 2 anecdotes oui. À propos de la Belgique, parce que j'ai beaucoup d'anecdotes à propos de la Belgique. Quand j'ai eu ma nationalité en 1993, donc on m'a appelé au tribunal. Je ne savais pas pourquoi. Puis bon, on m'a dit pour la nationalité. Juste avant d'avoir la nationalité, on m'a appelé à l'armée belge. C'était la dernière levée le 3 septembre 1993. Et moi, j'étais marié, j'ai une fille, ma femme est enceinte, ma femme ne travaille pas de chômage, pas de ceci. Donc, j'étais le seul à travailler, crédit, appartement et tout ça. Et j'ai dit, je ne passe pas. Bon, j'avais un colonel qui travaillait avec moi à Saint-Étienne. Il me dit, je t'envoie chez le général Leclerc, il va t'arranger ça. J'ai été chez le général Leclerc, ça a duré 2 secondes. Il m'a dit, vous voulez la nationalité, faites l'armée. Pas d'armée, pas de nationalité. Au revoir, monsieur. Et ça s'approchait. J'ai essayé tout.
Et j'ai passé 24 heures à Neder Vorambek. C'est exactement le film Police Academy numéro 1. J'étais le plus vieux. Il se bagarrait avec des cossins la nuit, etc. Soit. Et je soignais un vieux monsieur belge. Sa femme me dit, mais avant, tu es tout le temps souriant, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoutez, on l'appelait Granny et Papy, parce qu'ils sont devenus les parents de mes enfants. Je lui ai dit, mais voilà ce qui se passe. Elle m'a dit, je vais écrire à la sommité belge, le grand de l'armée. J'ai dit, non, Granny, il ne fait rien parce que j'ai été voir le général. Moi, je ne connais pas de généraux, elle m'a dit. J'ai écrit au roi Baudouin. J'ai dit, attends, moi, bête tunisien qui vient du fond, je vais écrire au roi Baudouin. Elle m'a dit, moi, je vais l'écrire. Elle a écrit la lettre comme quoi j'avais des crédits, etc., etc. Et puis, on m'a appelé. C'est elle qui l'a envoyé. On m'a appelé au palais. Moi, je vais aller voir Baudouin. Bon. Sur le chemin, je tremblais. J'arrive au palais. Il y a une voiture qui venait me chercher. Bon, on m'a rentré au milieu. Il y a un monsieur qui m'a accueilli. Il m'a dit, je m'excuse parce que le roi Baudouin a eu quelque chose d'urgent. Il ne peut pas vous recevoir. Mais donnez-moi les documents. Je lui donne les documents parce qu'il m'a demandé des documents qui prouvent que j'ai été marié, crédit, tout ça. Des preuves. Et puis, une semaine avant qu'il ne parte en Espagne, ma femme m'appelle, elle m'a dit, voilà, le roi Baudouin t'a signé un papier comme quoi tu es réformé, tu ne passes pas l'armée. Bon. C'était le dernier geste humain que Baudouin a fait avec quelqu'un d'humain, c'était avec moi. Et puis la semaine d'après, il est décédé. Son frère, Albert, monte sur le trône le 9 août à 1h30 de l'après-midi. Mon fils est né le 9 août à 1h30 de l'après-midi, le même jour. Le hasard. Le hasard. On a reçu une vraie photo de Paola et Albert, dédicacée, avec une lettre de félicitations et une petite remarque, vu le nombre important d'enfants nés en Belgique entre 1h et 2h, le roi, donc j'ai juste une photo. Donc, avec la famille royale belge, j'ai eu mon cas aussi. Voilà. Ouais, franchement, c'est une belle histoire. De toute façon, on va clôturer aujourd'hui l'émission. Voilà. Alors, messieurs et mesdames, voilà, nous avons reçu une icône dans la médecine, quelqu'un que j'aime énormément, qui va devenir le parrain de l'émission Le Divan des Confessions, qui est produit par le studio 124. Et il va revenir et il va vous raconter encore de plus belles. N'oubliez pas, un mot, un geste et Momo fait le reste. Ciao!